Je dois dire que le fait de me retrouver ici aujourd'hui, c'est pour moi très agréable parce qu'il y a 3 ans exactement, j'étais professeur invité ici à Paris 1 et j'ai donné cours même dans cette salle même, non, dans votre cours, là. J'étais assis là, oui, bien sûr. Alors de me retrouver là, c'est une agréable, comment dire, une façon de faire revivre la mémoire d'un séjour qui avait été agréable, riche et pour moi très satisfaisant. Donc il y a un double plaisir d'être là. Les excuses, oui, parce qu'après les remerciements, il y a les excuses. Alors les excuses sont, bon, il y en aurait beaucoup, mais je ne les dis pas. Celle que je ne peux pas éviter de dire, c'est que le texte que j'ai sous mes yeux, il est moitié en français, moitié en italien. Parce que je l'ai écrit comme ça, non? Mais quand je dis moitié, je veux dire une phrase en français et une autre en italien. Je le prononcerai tout en français, ce qui veut dire que très souvent, je vais faire une sorte de traduction simultanée de moi-même à moi-même. Le résultat sera loin d'être sans faute. Molière serait très mécontent de m'écouter, mais heureusement, il n'est pas là pour juger, et donc je prends le courage à 4 mains et je continue. La bataille de Ravenne, par rapport à ce que nous venons d'entendre de la communication si riche et à beaucoup de faces de Madame Al-Azhar, ce sont vraiment 2 cas opposés. C'est-à-dire l'événement d'Agnadel en lui-même, il n'est pas énorme. Je ne veux pas dire petit, mais petit moyen, non? Et les conséquences sont grandioses. L'événement de Ravenne en lui-même est grandiose, et les conséquences sont moindres, non? Alors, dans cette singularité, de cette opposition des 2 cas différents, offre des éléments de réflexion à l'historien, vraiment sur la, comment dirais-je, l'importance de l'objet historique et même la détermination des valeurs d'importance. J'ai structuré ma communication en 5 rapides passages. Le premier, bon, de quoi parlons-nous, de quoi il s'agit, pourquoi les gens se battent ce jour-là autour de Ravenne. Deuxième point, qu'est-ce que c'est que cette sorte de retour d'intérêt pour l'histoire militaire? On le sait bien, d'ailleurs, M. Drévillon est l'un des protagonistes de ce retour, et surtout à l'intérieur de la historiographie italienne. Troisième point, le problème de la transmission de la mémoire, de ceux qui participaient des troubles de mémoire. Quatrième point, donc un peu les contenus de ce livre, c'est-à-dire et la physionomie de ce colloque. 5e point, un peu plus ambitieux et plus général, en partant d'un petit épisode intérieur au grand épisode de la journée de Ravenne, mais je ne vous le dévoile pas maintenant, non, je garde le suspense pour plus tard. Je me demanderai pourquoi n'a-t-il pas marché entre la France et les Italiens à l'époque. Non, pas tellement au point de vue militaire, mais au point de vue anthropologique profond. Et je dis, pour cause, la France et les Italiens, je ne pourrais pas dire la France et l'Italie, parce que l'Italie n'existait pas, non? Mais entre la France et les Italiens, ça n'a pas marché, au niveau profond. Et à l'intérieur de ce mauvais fonctionnement de la communication se placent aussi les épisodes militaires avec leurs conséquences. Alors, de quoi parlons-nous? Évidemment, les choses changeaient très rapidement. Alors, la Ligue de Cambrai, elle se dissout assez rapidement. Le pape Jules II prend peur en voyant l'excès de pouvoir des Français et de Louis XII, surtout que les impériaux, bon, ils étaient un peu retranchés dans le Frioul, là, non, ils n'avaient pas la force d'entrer en Italie. Un bouleversement des alliances, le pape en février 1510, il lève l'excommunication de Venise, il aide Venise à reconquérir une partie du terrain cédé aux Français. Les Français répondent par le pillage de Brescia, qui est l'un des pillages les plus cruels des guerres d'Italie. Et encore, en mai 1511, Louis XII prend Bologne et il convoque le concile de Pise, destiné à destituer le pape Jules II. Pape Jules II riposte par sa bulle Sacrosancte, il excommunie à son tour les membres du concile de Pise, et il ne fait pas ça pour le roi de France, il n'a pas le courage d'excommunier le Français, mais enfin, ces prélats réunis à Pise. Donc le pape Jules II excommunie les membres du Concile de Pise et il forme la Sainte Ligue, l'une des énièmes Saintes Ligues qui parcourent l'histoire, qui comprend l'Espagne, Venise, l'Angleterre, mais figurez-vous, les Suisses, tout ça contre la France. Au début de 1512, ces armées coalisées marchent sur Bologne, mais les Français, commandés par le jeune et brillant commandant Gaston de Foix, duc de Nemours,
Ils détournent de Bologne les troupes françaises, les troupes de la Sainte Ligue, et les obligent à se retirer vers la Romagne. Et là, en Romagne, vraiment aux alentours de Ravenne, les deux armées se rencontrent. Donc c'est pas, on dit la bataille de Ravenne, parce qu'elle s'est passée là, en vue des remparts de Ravenne. Mais ce n'est pas la bataille pour Ravenne, c'était pas pour gagner. Ils se rencontrent là d'une façon un peu hasardeuse, non, parce qu'ils se rencontrent là après de nombreux déplacements. Bien qu'il faut dire qu'à ce moment-là, Ravenne et la Romagne offraient des possibilités pour l'un et pour l'autre, parce que c'est des régions riches en blé, le ravitaillement était possible, les blés étaient presque prêts. Alors les batailles eurent lieu le 11 avril 1512, jour de Pâques. En plus, la Romagne était à ce moment-là un anneau faible des défenses des États pontificaux sur la route de Rome. Selon Guichardin, mais là se pose le problème, selon Guichardin, parce que ce n'est pas une source, comme vous avez dit très clairement, non, c'est une reconstruction historiographique. Mais selon Guichardin, avant la bataille, Gaston de Foix aurait alléché ouvertement ses soldats avec la promesse du butin romain. Les démesurées, parole de Gaston de Foix, selon Guichardin, les démesurées richesses de cette cour scélérate-là. Là, on voit l'antiromanisme très fort. Et, enfin, si c'est sont vrai, 15 ans avant le sac de Rome par Charles Quint, il y aura déjà quelqu'un qui promet le sac de Rome, les richesses et le vice de cette cour scélérate-là. Donc la bataille. Avec Marignan fut la plus grande bataille des guerres d'Italie, au point de vue de la journée d'armes. Y participèrent tous les plus réputés capitaines de l'époque des deux côtés. Côté Ligue Sainte Ligue, Antonio di Leiva, Fabrice Ier Colonna, Fernando d'Avalos, marquis de Pescara, Ettore Fieramosca, le héros du défi de Barletta, Théodore Trivuls, le chevalier Bayard ou Bayard, comment on prononce, Bayard ou Bayard? Vous qui avez écrit un livre sur ça, Bayard, voilà. Frédéric Gonzague, Jacques d'Apalis, et du côté français, Charles III de Bourbon, Théodore Trivuls, le chevalier Bayard, Frédéric Gonzague, Charles de l'Apalis, Alphonse Ier d'Este et bien sûr Gaston de Foix-Nemours. La géographie, l'endroit, pas l'endroit, mais la situation de cette bataille est très originale parmi les batailles des guerres d'Italie. Parce que, mis à part la bataille de Garigliano et quelques autres escaramouches mineures au royaume de Naples, tout ce qui s'est passé d'important au point de vue militaire à l'époque était autour de Milan. Tout le monde était déjà conscient de celle qui est devenue, dans les derniers siècles, une sorte de vérité géopolitique de l'histoire d'Italie. Que la clé pour la possession de l'Italie passe par Milan. Celui qui est maître de Milan, par Rome. Rome, c'est secondaire. C'est Milan. On s'empare de Milan si on veut être maître de l'Italie. À part Ravenne, toutes les autres batailles, Garigliano, bon, on est dans le sud, c'est autre chose, non? Toutes les autres batailles importantes sont pas loin de Milan. Fornoux, 1495, une centaine de kilomètres de Milan. Novare, 1500 et 1513, 40 km de Milan. Agnadel, 1509, 40 km de Milan. Pavie, 1525, chacun représenté par une bataille. Pavie, 1525, 35 km de Milan. Là, par contre, Ravenne, on est à 300 km de Milan. Donc ça veut dire qu'ils se rencontrent là parce qu'ils se rencontrent là. Non, mais ce n'était pas un point en lui-même stratégique, sauf les promesses de Gaston de Foix, des richesses scélérates de Rome. Les Français officiellement gagnent, mais après on verra mieux ce que voulait dire une victoire ou une défaite. Mais suite aux graves pertes, ils se retirèrent vers la Lombardie, qu'ils abandonnèrent immédiatement, la Lombardie aussi, à l'approche d'une armée suisse de, paraît-il, 18 000 soldats. Donc les Espagnols et les pontificaux, battus à Ravenne, ça c'est sûr, ont le temps de se ressaisir. En juin 1512, Maximilien Sforza est placé de nouveau sur le trône de Milan. Les Français rentrent en France. Mais dès l'événement, la victoire française à Ravenne fut comparée à une défaite. Parce que les grands officiers comme Gaston de Foix, enfin, plus que les grands officiers, non, les grands personnages comme Gaston de Foix, ou comme le vicomte de Lautrec, ils furent ou tués ou grièvement blessés.
C'est ainsi que, juste après la bataille, le seigneur de Pierre Terrail, non, un seigneur de Bayard, le chevalier Bayard, il écrivit à son oncle, qui était l'évêque de Grenoble, et lui dit « Monsieur, si le roi a gagné bataille, je vous jure que les pauvres gentilshommes l'ont bien perdu. Car ainsi que nous donnions la chasse, pour poursuivre les Espagnols, Monsieur de Nemours, Gaston de Foix, vint trouver quelques gens de pied qui se ralliaient et voulut donner dedans. Mais le gentil prince se trouva si mal accompagné, donc les soldats qui étaient avec lui n'étaient pas des bons soldats, qu'il y fut tué, dont toute déplaisance et deuil qui furent jamais faits ne fut pareil que celui qu'on a démené et qu'on démène encore à notre camp, car il semble que nous ayons perdu la bataille. Il semble, on a officiellement gagné, mais il semble que nous ayons perdu la bataille. Parmi les autres faits un peu assurés, il y a eu là un emploi... Donc vous comprenez, un grand fait d'armes sans véritable conséquence. Donc ceux qui gagnent, après, se retirent vers la Lombardie, vers la France, avec beaucoup de pertes. Ceux qui perdent, sûrement les Espagnols, restent maîtres de la région. On ne comprend pas. Emploi novateur, c'est comme un grand moteur qui fait bouger rien, non, quelque chose de comparable. C'est sûr qu'il y eut un emploi novateur des artilleries contre l'infanterie. Et les artilleries, elles appartenaient principalement au duc de Ferrare, grand allié des Français. Il y eut des milliers, voire dizaines de milliers de morts des deux côtés. Alors là, sur le nombre de morts, c'est un peu ce qu'on disait avant pour Agnadel, non? Les témoignages sont tous subjectifs. 4 000, 10 000, mais comment pouvons-nous vérifier? Les gens racontaient ce qu'ils voulaient à ce propos, non? Mais en tout cas, ce qu'ils racontaient des deux côtés, on parle de plus que 10 000 morts. Et après, 10 000, 20 000, on exagère, mais c'est un niveau, sont des nombres très hauts. La bataille se déroula, comme je l'ai dit, le jour de Pâques. De là, un intense symbolisme s'imposa aussi. Et la bataille et le successif pillage de la ville de Ravenne produisirent beaucoup de clameurs. Un pillage, lui aussi, je le dirais, après, un peu comme ça, qui ne devait pas se passer, mais il y avait des Gascons ivres, on leur a donné du vin, on avait une brèche, ils sont entrés, enfin, tout s'est passé comme ça, non? Il n'y a aucun déterminisme, très souvent aucune logique, non. 4 Gascons ivrognes sont entrés là, ils ont commencé à piller. Et si quelqu'un commence, après les autres suivent, non, ils ne pouvaient pas attendre que les choses les plus précieuses soient prises par les Gascons ivres. Donc tout ça, la bataille et le pillage, encore plus le pillage de la ville de Ravenne, produisent beaucoup de clameurs, témoignées par des lettres, des dépêches, des avis de guerre, des avis de guerre imprimés, des relations d'ambassadeurs, mais aussi au niveau populaire, récits de voyageurs et de marins, chanteurs ambulants, colporteurs de gravures, auteurs de poèmes populaires anonymes. Donc, une grande résonance au point de vue, dirais-je, de la communication. Ça, disons, d'une façon courte, raccourcie, et sur les points, disons, un peu plus solides, la bataille de Ravenne. S'occuper d'une bataille. Alors moi, je ne suis pas un historien militaire, je ne suis pas un historien de bataille, je suis un historien de la Renaissance. De l'Italie de la Renaissance. Bon, à l'intérieur, il y a des guerres aussi, hein, bien entendu, non, mais pas spécifiquement de ça. Quand je me suis formé dans l'historiographie italienne des années 70, comme ça, et là je dévoile mon âge comme ça, l'historiographie italienne était pétrie de l'influence des annales. J'ai l'impression qu'encore plus qu'en France, l'influence de l'école des annales a été forte et presque contraignante en Italie. Et donc, horreur pour l'histoire-bataille, horreur pour l'événement. Le résultat est qu'on n'étudie pas l'histoire, on n'étudie pas les dates, les noms, non, c'est quelque chose comme ça, non, c'est de la pourriture, non, la structure, la longue durée, non, c'est pas besoin de connaître l'histoire, de connaître les faits concrets de l'histoire. Maintenant, c'est pas comme ça, on le sait très bien, le phénomène militaire s'est relégitimé,
Parce qu'évidemment, il est définitivement émancipé du poids du récit événementiel. C'est plus l'histoire bataille contre laquelle combattaient les grands esprits qui travaillèrent juste dans ce bâtiment, non? Je ne sais pas si dans cette salle, mais enfin, pas loin de là, sûrement, non? Pas loin de là, non? Tu dis pas? Tu n'es pas convaincu? Ah, tu dis rien? Non, ton silence est menaçant. Et le militaire est devenu la dimension militaire, l'un des points d'observation privilégiés de la forme du vivre de la société. Un miroir des dynamiques de création des hiérarchies, de la formation des carrières, une loupe à travers laquelle réinterpréter les évolutions culturelles et religieuses, les jeux des alliances, les négociations. En plus, les historiens anglo-saxons ont introduit une sensibilité très forte envers les côtés économiques et financiers de la guerre, les répercussions de tout ça sur les processus de state building, de construction de l'État. Et encore, toujours côté anglo-saxon, il y a toute cette ligne très importante des Cultural Studies of War, les études culturelles de la guerre. En France aussi, dans le nid de la bataille contre l'événement et contre l'histoire bataille, mais déjà Georges Duby, en 1773, non, il a défié le tabou avec son grand livre, la Domenica. Le dimanche de Bouvines, là, donc il écrivait de s'approcher des guerriers de Bouvines comme une population exotique. Non, l'exotisme. Ils sont très différents, très loin de nous, en remarquant la singularité de leurs gestes, de leurs cris, de leur passion et de leur façon de voir les choses. Donc, en réalité, et plus dernièrement, donc l'analyse de l'événement, mais en même temps sa contextualisation à l'intérieur des structures politiques, sociales et mentales de l'époque. Et encore, après, la continuelle reconstruction de l'événement dans le temps et dans la mémoire. Si je n'ai pas mal lu les derniers livres de Hervé Drévillon, il est toujours un peu gênant de parler du travail d'un chercheur en sa présence. Mais d'ailleurs, on sait que lorsque le livre est publié, il devient des autres. Hein, donc, on devient... Si je n'ai pas mal lu soit de bataille, scène de la guerre de guerre de la table ronde aux tranchées, 2006. Soit en 2013, l'individu et la guerre du chevalier Bayard aux soldats inconnus. Là aussi, la bataille est assumée comme un événement révélateur de beaucoup d'autres contextes, outre que valoir pour elle-même, mais aussi, autour de la bataille, il y a une construction discursive qui construit l'événement. L'événement, il existe dans sa signification aussi grâce au fait que la construction discursive a posteriori le crée, le fait devenir un objet historique et un objet de mémoire avec des limites. La bataille est ça. Un mois après, c'est plus la bataille, c'est autre chose. Non, mais il faut voir jusqu'à ce moment. Et donc, mais on continue à travailler sur ça, les contemporains, donc à donner des significations nouvelles. À travers les batailles, donc vues selon ces démarches, on peut reconstruire la géographie des pouvoirs. Et des contextes de tout genre sont révélés parce que la bataille, le jour de la bataille, parfois c'est pas seulement un jour, c'est 2, 3, mais en général c'est un jour, est un temps tellement concentré, tellement dense. C'est-à-dire dans un temps et dans un espace limité, se vérifie tellement d'événements, il y a un tel mouvement, une telle densité d'énergie et de faits, que c'est un laboratoire où les forces sont mises à la lumière et montent à la surface d'une façon éclatante. Un véritable laboratoire offert par l'histoire. Et donc, à travers cette sorte de retour de l'événement, on peut aussi, comment dirais-je, voir la valeur d'une sorte le retour de l'histoire politique. D'ailleurs, quelqu'un de très important a dit que la guerre est la prosécution de la politique par différentes armes. Non, plus tard, il le dira. Et on vérifie aussi comment se retissent les relations entre l'individu
la structure, entre l'événement et la conjoncture à longue durée, entre les continuités et les fractures. Mais côté italien, par contre, dans la dernière historiographie militaire italienne, a prévalu la tendance à analyser la guerre au point de vue stratégique, moins comme événement militaire et politique au sens strict que comme condition de hostilité prolongée dans le temps. Et donc le avant et le après la bataille. Par exemple, la recherche des ressources nécessaires à l'entretien d'un dispositif de défense, le recours à des stratégies qui permettent aux États de garder l'intégrité intérieure et à préserver leur propre territoire des possibles incursions ennemies. Et là, on peut comprendre bien pourquoi. Parce que côté italien, on a affaire à des petits États où l'élément de la défense, dans l'histoire des siècles qui nous intéresse ici, dans des petits États, donc le problème de la survivance était fondamental. Ce n'était pas un problème de la grande bataille, non, comme un tournoi délimité, mais il s'agissait de garder, de conserver l'intégrité des frontières et donc de s'en tirer jour par jour devant le défi porté par des puissances plus importantes et par des armées plus grandes. Donc, le recours, je répète, à des stratégies qui permettent aux États de garder leur intégrité intérieure et de préserver leur territoire de possibles incursions ennemies. Cette démarche, qui est prévalente dans la plus récente historiographie italienne sur l'histoire militaire, l'histoire des batailles, offre l'avantage d'offrir de larges perspectives. Mais bien sûr, il a la limite de laisser un peu à l'ombre justement l'importance de l'événement fort, le heurt, le conflit, l'affrontement, la bataille. Il y a à ce propos un livre, une collection d'essais qui a juste paru à Palerme 2014, qui s'appelle justement Battaglie, l'evento, l'individuo, la memoria, par Alessandro Buono et Gianclaudio Civale. Alors, le fait est que, les Italiens ont tendance à avoir l'avant ou l'après parce que leurs États, il y a 4 siècles, 5 siècles, n'étaient pas capables d'affronter la vie dans la journée, dans la bataille armée contre armée. Mais la bataille est malgré tout un moment exceptionnel, qui est pétri de peur, de fureur, de souffrance, de l'atroce matérialité de la tuerie. Là se pose donc un problème de mémoire. La mémoire, par exemple, des protagonistes, des participants. Les récits que nous avons des batailles de l'époque, à part les exagérations, le nombre des morts, des choses, ou les lamentations, ou les exagérations, ce sont des récits qui montrent des schémas un peu préconstitués. On raconte, c'est comme si toutes les batailles étaient égales. Une sorte de stéréotype de la bataille. Et par contre, il n'y a pas de grands récits qui nous permettent à travers le récit des participants, d'avoir une véritable conscience de ce qui s'est passé dans le concret, dans ces heures de violence et de douleur. On pourrait à ce point-là évoquer le fait qu'il existe des troubles de mémoire, ils ont été vérifiés, des troubles de mémoire en tous ceux qui ont participé à des événements très violents. Il y a des livres à ce propos, par exemple Janin, Figure et destin du traumatisme, Paris 1996, je te dis ça. Il y a une psychanalyste française d'origine arménienne, Janine Altounian, qui a écrit un livre justement La survivance, traduire le trauma collectif sur le problème de la mémoire. La mémoire, en ce cas du génocide, donc la mémoire de quelque chose de violent. La bataille n'est pas un génocide, c'est autre chose, ce sont des gens armés, non ? Mais c'est quand même un épisode traumatique pour tout le monde. Et là, on pourrait se interroger sur cette sorte de mémoire imparfaite, stéréotypée, qui est celle de ceux qui ont participé à ces batailles de l'époque. Il n'y a pas
un mémorialisme digne de ce nom, tandis qu'il y en a dans d'autres domaines littéraires. Là, ce sont un peu des considérations générales. Après, comme je vous ai dit, on a eu la possibilité de faire un colloque et de publier un livre sur une bataille concrète, spécifique. Ce livre a un peu, et le colloque aussi, a des cercles un peu concentriques. D'abord, on s'est occupé des stratégies des puissances européennes sur le théâtre italien, à l'intérieur desquelles la bataille de Ravenne s'inscrit. Deuxièmement, les aspects militaires, dans les limites du possible, la composition des armées, les protagonistes de la bataille, le déroulement de la guerre. Troisième niveau, la création de la mémoire de la bataille, donc les récits de tout genre, l'imagerie cultivée populaire, les représentations. L'événement donc examiné dans sa projection et resignification dans le temps, à travers le prisme des récits manipulants. Mais ces récits manipulants deviennent conditions même d'existence de l'événement en lui-même. L'événement commence à exister dès que les récits manipulants, très souvent, mais c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas autre que ça. Depuis que les récits manipulants lui donnent une condition d'existence. Et après, quatrième niveau, les conséquences locales, le pillage et tout ça. Pour le premier aspect, les stratégies des puissances européennes sur le théâtre italien, alors je me permets, je commence par mon essai, excusez-moi, mais parce que il est dans une sorte d'ordre chronologique. Bon, on connaît les stratégies de Louis XII, de son avènement au trône. À la différence de Charles VIII, Louis XII est intéressé d'abord à Milan, tandis que Charles VIII c'était Naples. Non, c'était ça la grande différence. Par conséquent, aussi la croisade dont on parlait beaucoup, tout le monde en parlait, mais personne n'avait envie de partir, la croisade avait une valeur plus importante dans le projet de Charles VIII parce que Naples est plus près des théâtres de croisade que Milan, qui malgré tout reste assez loin. Mais même si on parlait un peu moins de la croisade, ce qui est intéressant est de voir un peu déconstruire les raisons de Louis XII lorsqu'il décide de revendiquer l'héritage légitime qu'il disait être légitime de Milan. Et alors, le duc menacé, Ludovic le Mort, lui aussi, il ne trouve aucune autre solution que de demander l'aide au sultan Bayezid. Donc là, alors dernièrement, je vous avoue, j'ai un peu cette manie des Turcs. Hein. Donc je suis convaincu qu'il y a une dimension cachée de la politique italienne de l'époque qui est celle de demander l'aide aux Turcs. J'ai écrit un livre il y a 2 ans sur ça et malheureusement, après que ce livre est sorti, mon dossier, ça arrive, non, tu publies un livre et après beaucoup d'autres témoignages arrivent, non, donc si je pourrais l'écrire maintenant, il serait le double ce qu'il était, non, parce qu'après des amis, des collègues, moi aussi j'ai ce cas, j'ai l'autre ça, non. Alors le fait de, comment dirais-je, la présence, le fantôme des Turcs, redouté, désiré, menacé, tout ce qu'on peut dire, mais la présence sous trace des Turcs dans la politique italienne de l'époque. Et là, le duc de Milan, il fait exactement ça. En 1499, il écrit une lettre au sultan et il lui explique les raisons de la politique française en Italie. Et là, justement, j'ai appelé mon essai « Leçon de géopolitique », le duc de Milan qui explique au sultan quelles sont les intentions des Français en Italie. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le duc de Mort? Il dit « Les Français, de leur naturel, ont tendance à conquérir l'Italie. » Non, c'est naturel. Et ils sont convaincus que s'ils arrivent à devenir maîtres de Milan, après ça, ils pourront réussir en tous leurs projets, et spécialement la croisade. Donc, c'est la croisade, la grande menace vers le sultan. Peut-être aussi la couronne impériale d'Orient, en France encore, on pouvait... Bon, d'ailleurs, il faut se rappeler que Charles VIII, il avait acheté la couronne d'Orient, hein, il l'a acheté à Rome par le dernier héritier des paléologues de Morée,
Il a acheté, mais après le même héritier, le Palog de Morée, après il a vendu 2 fois. Non, il a vendu aussi la couronne impériale d'Orient, il a vendu aussi au roi d'Espagne. Donc on ne sait pas à qui appartient la couronne d'Orient. Mais enfin, la croisade. Les Vénitiens, il dit, le duc de Milan, en parlant toujours au sultan, ils ne sont pas moins ambitieux et orgueilleux que le roi de France. Ils désirent eux aussi devenir maîtres de toute l'Italie. Tout le monde disait ça en Italie à l'époque. Donc ils ne sont pas moins orgueilleux que les Français. Pour le moment, ils se contentent de partager le contrôle de l'Italie avec les Français. Mais ils sont convaincus que, comme leur seigneurie ne meurt jamais, et là, il y a l'argument de l'éternité de la seigneurie, qui n'a pas un souverain, par contre, aux crises successoires d'une monarchie. Donc la continuité et l'éternité de la seigneurie vénitienne, par contre, aux crises, la mort des souverains, non, les interrègnes, les moments d'effacement partiel du pouvoir. À l'époque, enfin, ce n'était pas encore aussi automatique, hein, la succession. Donc, ils sont convaincus, les Vénitiens, que comme leur seigneurie ne meurt jamais, en quelque occasion de mort du roi de France, en quelque autre cas chanceux, finalement, ils restent, eux, seigneurs de tout. Donc, pour le moment, ils sont avec les Français même. J'insiste, c'est le duc de Milan qui parle au sultan, hein, donc ce n'est pas un bavardage comme ça dans la taverne. Le pape Alexandre VI Borgia, de nature perfide, comme vous le savez. Alors là, c'est un prince chrétien, hein, un prince chrétien qui écrit à l'Antéchrist, non incarné, donc le sultan, et lui dit, le pape, de nature perfide, comme vous le savez, il s'est associé à l'emprise contre Milan, parce qu'il a un seul but, de faire avoir un État à ses enfants en Italie, non? Le népotisme bien connu du pape Borgia, non? Alors il le dévoile, il le déclare au sultan. À ce point, le roi de France, avec ses alliés, Venise et le pape, il est prêt à devenir vraiment seigneur d'Italie et, après Milan, à conquérir le royaume de Naples. Pour bloquer ce projet très négatif pour le sultan même, il ne reste, dit le duc de Milan, que de frapper avec force sur les Vénitiens. Nous prions votre grandeur, il appelle vostra grandezza. Nous prions votre grandeur, le sultan, au plus tôt d'attaquer les Vénitiens du côté de la mer avec une grande flotte, mais si possible aussi du côté de terre en Italie, et d'envoyer en Italie une véritable armée, et non seulement faire des incursions, comme récemment vous avez fait dans le Frioul, parce qu'il ne suffirait pas. Il faut une guerre de 6 mois. Alors il dit même la durée, non? 6 mois de guerre contre Venise. Donc on appelle clairement le Turc à la guerre en Italie contre les Français. Alors cette histoire de la comment dirais, le dialectique, mieux les Turcs, mieux les Français, il reviendra encore un peu plus tard dans mon discours. Et pour conclure, le duc de Milan, il dit au sultan, et s'il faudra payer quelques milliers de ducats, oui, dès que nous aurons gardé la salut de notre État, non en payant une fois seulement, mais chaque année, on payera en respectant toutes les obligations que vous voudrez. Donc il y a une véritable offre de vassalité. Le duc de Milan offre une offre de vassalité pour le sultan. Ça, c'est un peu, comment dirais-je, la prémisse, donc la sensibilité que l'un des acteurs de l'époque avait aux égards des projets italiens de la monarchie française sous Louis XII.